Bonjour à tous. Alors du coup, on va démarrer si ça va pour vous. Donc, bienvenue au webinaire sur le métier d'automaticien ou automaticienne d'études et conception. Donc, qu'on vous propose pour découvrir un petit peu le métier et la filière, ainsi que la formation. Les règles du webinaire. Donc, j'ai mis tous les micros en sourdine parce qu'on souhaite enregistrer le webinaire. Afin de pouvoir le mettre sur le site internet. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la conversation. Alors je vois juste qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, je la rajoute. Voilà. Hop. Non, ça n'a pas changé chez vous. Alors, attendez, je règle juste les petites choses. Voilà. Je reprends du coup les règles du webinaire. Donc nous enregistrons. Veuillez vérifier que vos micros restent bien en sourdine pour que ça ne perturbe pas l'enregistrement. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans la conversation. Et voilà, ne mettez pas vos caméras si vous ne souhaitez pas que votre visage apparaisse sur l'écran. Donc, on va rapidement se présenter. Donc, Morgane Salmon, je suis responsable de formation donc, au Centre de réadaptation de Mulhouse sur la filière numérique et industrie. Donc, on a des formations en informatique principalement et en automatisme, bien évidemment, qui est le sujet du jour. Alors, bonjour à tous, je suis Monsieur Lamine Rachid, formateur en automatique et informatique industrielle. Alors, rapidement, le CRM. Donc, le CRM, on est un établissement de réadaptation par la formation professionnelle pour les personnes en situation de handicap. On accueille à peu près 416 stagiaires à l'année sur une trentaine de formations, du niveau CAP à ingénieur. Euh, on est environ 450 salariés. Alors, il y a une partie pour la formation, mais on a également une branche plutôt sanitaire pour vraiment la réadaptation fonctionnelle cette fois-ci. Et donc, on travaille beaucoup sur la pédagogie par le faire. Voilà. Alors, attends, j'ai un petit souci, je n'arrive pas à... Donc, nous avons... alors, attendez, je voudrais juste mettre en grand. Ah, j'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on a plusieurs filières. Services aux collectivités, donc pour des métiers de gardien d'immeuble ou d'agent de sécurité. La santé, avec des formations auxiliaires de puériculture et aide-soignante. Une filière animation, la filière informatique qui nous concerne en partie aujourd'hui, automatisme qui est raccroché à cette filière parce qu'il y a beaucoup de passerelles, une filière bureau d'études, une filière développement et une filière tertiaire. Et donc là, on regroupe à peu près une trentaine de formations qualifiantes qui mènent à des titres reconnus et donc qui permettent à la plupart des personnes sortantes d'accéder à de l'emploi. Donc, c'était vraiment une présentation assez courte. Si jamais vous souhaitiez avoir plus d'informations, on pourra en reparler ultérieurement et peut-être définir des rendez-vous pour avoir plus d'informations générales sur le CRM. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le métier d'automaticien, études et conception. On va vous parler de la formation également et le parcours pour accéder au CRM. Donc, le métier, et là, je vais laisser Rachid, le formateur, vous en parler. Alors, le métier d'automaticien oui, consiste à concevoir, à programmer et à mettre en service des systèmes automatisés afin d'améliorer la productivité et la sécurité des installations industrielles. Alors, je vais vous détailler les différentes étapes dans un projet d'étude d'automatisme. Donc, la première phase, je vous dirais, la première phase, c'est l'analyse du besoin. Donc, c'est à partir d'un cahier des charges, un document contractuel, hein,
qui décrit avec précision les besoins, les contraintes et les moyens. Donc, par exemple, les objectifs en termes d'efficacité, en termes de précision, réduction de coûts, en termes de sécurité, de flexibilité et d'optimisation. Les contraintes, ça va être des contraintes technologiques, des contraintes économiques, réglementaires et normatives, des contraintes liées à l'environnement, à l'interopérabilité ou à la fiabilité du système. Les moyens, ça va être les moyens technologiques, donc les moyens matériels, logiciels, les ressources humaines, les infrastructures, des moyens, les financements et des moyens de temps. Voilà en ce qui concerne la partie conception. La deuxième étape de la conception, c'est les spécifications fonctionnelles, c'est-à-dire que l'automaticien va lister, il va détailler chacune des fonctionnalités que doit remplir le système. Donc, dans cette phase-là, il parle pas du tout, donc il va pas s'occuper de la partie matérielle. Donc ça vient dans la phase suivante où il fait une proposition des solutions techniques. Donc, choix des capteurs, choix des actionneurs, choix des automates, choix des écrans, des interfaces aux machines, etc., etc. Ensuite, il réalisera des schémas électriques et des architectures de commande. Donc voilà la phase qui concerne l'analyse du besoin et la conception. Vient ensuite la phase programmation, où l'automaticien, donc il va écrire les programmes pour les automates programmables. Ensuite, il va développer des applications pour la supervision, puisqu'il faut des interfaces aux machines pardon, qui vont interférer ou interagir avec la machine. Donc, il y a une partie interface aux machines qui permet de commander, d'envoyer des commandes de marche, d'arrêt, de faire des commandes manuelles, de remonter des alarmes, etc., etc. Donc, c'est ce qui permet à l'opérateur d'interagir ou d'interférer avec la machine. Ensuite, l'automaticien, donc, il va tester, simuler les programmes qu'il a développés avant la mise en service. Donc, les logiciels de développement permettent de simuler les automates physiques. Donc, cette fois-ci, on va tester les bouts de programme. Et puis après, on va assembler l'ensemble des programmes pour pouvoir tester l'ensemble, le fonctionnement de l'ensemble. Voilà. Alors, là, il y a une phase de test et mise en service. Donc, l'automaticien va effectuer les réglages et les tests de fonctionnement sur site, cette fois-ci en présence du client, pour tester les capteurs, les actionneurs, les programmes. Donc, il va faire des tests unitaires et puis après, il va faire des tests d'intégration. Donc, il va tester les bouts de programme, puis après, il va les mettre ensemble pour pouvoir tester l'ensemble. Et puis vient la phase de validation de la conformité aux exigences du client. Est-ce que le programme répond au cahier des charges, aux besoins du client? Ensuite, la dernière phase, c'est la documentation et la formation. Donc, il va rédiger la documentation technique, les plans, les manuels d'utilisation, les procédures. Ensuite, il va former les opérateurs à l'utilisation du système et assurer le suivi technique après la mise en service. Alors,
les compétences clés, c'est la maîtrise des langages de programmation d'automates. Donc, il en existe plusieurs, ils sont normalisés. Donc, il y a des langages textuels, des langages graphiques. Donc, il faut qu'ils maîtrisent ces différents langages. Ensuite, il faut qu'il ait des connaissances en électricité, électrotechnique, pneumatique, informatique industrielle, pardon. Et il faut qu'il ait des capacités d'analyse. Il faut qu'il ait une rigueur, une précision dans toutes les phases, hein, phase de conception, de développement et de mise en service. Il faut qu'il soit autonome et il ait un esprit d'équipe, puisqu'il doit travailler, bien évidemment, avec différents interlocuteurs, les chefs de projet, les électriciens, les mécaniciens, les clients et les opérateurs, bien évidemment. Alors, les secteurs d'activité, donc l'automatisme est présent partout, donc chez les fabricants de matériel d'automatisme, Siemens, Schneider, Rockwell, Allen Bradley, etc. Tous ces fabricants fabriquent du matériel d'automatisme. Ensuite, il y a les entreprises spécialisées dans l'automatisation, donc les intégrateurs, les bureaux d'études, les sociétés de services. Ensuite viennent toutes les industries manufacturières qui ont un bureau d'études, donc dans l'agroalimentaire, la chimie, la pharmaceutique, l'automobile, la métallurgie, ferroviaire, et ensuite l'énergie, l'environnement, traitement de l'eau, de l'air, etc., etc. Alors, les réalités du métier. Alors, il y a plusieurs profils d'automaticiens. On va avoir des automaticiens qui vont plutôt travailler en bureau d'études, d'autres qui vont plutôt faire des déplacements pour la partie mise en service, et un troisième cas qui est un mixte des deux, donc 80% de bureau d'études et 20% de mise en service. Donc voilà les trois profils. Euh, alors, l'automaticien travaille bien évidemment sur PC avec des logiciels spécifiques de développement propres à chaque fabricant. Il faut qu'il soit en capacité de communiquer oralement et par écrit. Puisqu'il doit travailler avec d'autres interlocuteurs, hein, des électriciens, des mécaniciens, des chefs de projet, etc. Donc, il faut qu'ils soient en capacité de communiquer avec ces personnes, le client, les opérateurs. Ensuite, il faut qu'il ait des capacités d'adaptation aux évolutions technologiques et des responsabilités, puisque effectivement, dans toutes les phases, il faut que le livrable, ce qui a été développé, puisse correspondre à ce que le client a demandé. Donc, il a une responsabilité euh, dans ce sens-là. Alors maintenant, pour y arriver, la formation. Donc au CRM, on propose aux personnes qui souhaitent accéder à ce métier de passer par ce qu'on appelle chez nous un ABC-IA. Donc ABC, c'est une sorte de préparatoire, acquérir les bases des compétences, et donc IA pour informatique et automatisme. L'objectif de ce parcours de 5 mois, c'est de vérifier avec la personne que le projet est bien pertinent et adapté à la fois à ses capacités, à la fois à son handicap, à la fois à ses envies. Donc, on va vraiment, sur ces 5 mois, travailler compléter le travail sur le projet professionnel qui aurait pu être fait dans d'autres parcours précédents. L'idée, c'est de les faire passer en immersion, de les envoyer en immersion chez nous en automatisme,
pour qu'ils puissent se rendre compte un petit peu de bah, voilà, à quoi ça correspond, sur quel type de logiciel ils sont, etc. On va les faire aller en entreprise, on va faire un certain nombre de tests, les mettre en situation pour voir, voilà, essayer d'avoir des éléments pour confirmer le projet. Une fois que le projet est validé, donc ils accèdent à la formation au CRM qui dure 16 mois avec un stage en entreprise de 8 semaines. Ce stage en entreprise est obligatoire puisque c'est celui qui va permettre de développer un projet qui sera présenté à l'examen. Alors, les prérequis, ce qu'on attend des personnes, globalement, hein, et après on vous expliquera un peu plus en détail, c'est qu'il y ait quand même un socle en mathématiques. Pourquoi? Parce que bah, dans cette formation, c'est quand même très important. Alors on peut les travailler, mais si la personne n'a pas du tout d'appétence minimale pour les mathématiques, ça va être compliqué. La communication, comme l'a expliqué Rachid juste avant, c'est important parce qu'on ne travaille pas tout seul, donc c'est quand même un métier où on est dans une équipe et avec un client, et donc il faut quand même être en capacité de communiquer sur ce qu'on fait, ses problématiques, à la fois à l'écrit et à la fois à l'oral. Le raisonnement abstrait et logique, c'est pareil, on a quand même besoin que cette personne ait une certaine logique et qu'elle ait quelques capacités d'abstraction qui sont souvent nécessaires dans les métiers en lien avec l'informatique. Une capacité d'analyse et de synthèse, donc Rachid en a parlé sur sa description du métier, c'est vraiment nécessaire vraiment sur ce métier-là. Pendant la formation, on va bien évidemment les faire travailler sur tous ces points-là pour les monter en compétences donc durant les 16 mois. Mais c'est vrai que en 16 mois, on ne fait pas non plus de miracle, donc il faut quand même que les personnes y aient un petit socle de base. Pendant la formation, les 3 axes, qui sont les axes du référentiel officiel, hein, les objectifs pédagogiques, ça va être de les monter en compétences sur donc étudier et développer une application de contrôle-commande d'une installation ou d'un équipement, y compris robotisé. Étudier et développer une application d'interface homme-machine et de supervision d'une installation ou d'un équipement, y compris robotisé, et de mettre en service une application d'automatisme et les réseaux industriels d'une installation ou d'un équipement, y compris robotisé. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent travailler sur tout ce qui va permettre ensuite aux clients de maîtriser à la fois la partie programmation, la partie robot et l'interface qu'il y a entre les deux pour que l'opérateur derrière puisse peut-être aller faire voilà, des réglages, des choses comme ça. Si je peux compléter. Bien sûr. Donc, dans la première partie, le premier module, ils vont apprendre à écrire des programmes pour les automates. Alors un automate, c'est le cerveau du système. Le système qui comprend bien évidemment l'unité de traitement, c'est-à-dire l'automate, les capteurs, les actionneurs, mais cet automate, pour pouvoir automatiser les tâches euh, pour que le système puisse fonctionner en toute autonomie ou en partie, il faut un programme, il faut développer un programme. Donc dans cette partie-là, ils apprennent donc à développer des programmes pour l'automate et pareil, développer des applications pour la partie interface home-machine qui permet à l'opérateur d'interférer avec la machine. Donc envoyer des commandes de marche, d'arrêt, de commander manuellement certains actionneurs et remonter des alarmes. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, c'est la partie informatique industrielle. L'automaticien, les stagiaires, ils vont apprendre, pardon, les stagiaires vont apprendre à développer des applications de supervision. Tous les automates qui sont en chaîne de production vont remonter à la supervision certaines données qui vont être traitées par l'application de supervision. Donc, par exemple, archivage des données, euh, euh, commande à distance, gestion des défauts,
Euh, Qu'est-ce que j'ai peut-être oublié? Ben voilà, donc c'est tout. Ensuite, il y a la partie 3 qui est la mise en service, c'est-à-dire et test des capteurs, des actionneurs, pour vérifier que tout le câblage euh, correspond. Ensuite, c'est des tests par petits bouts de programme. On va pas tester toute l'application, on va tester bout par bout. Et ensuite, on va rassembler les bouts ensemble pour voir si tout fonctionne parfaitement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant qu'on vous a rajouté, c'est pour les personnes, hein, c'est que c'est un métier où déjà il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi des perspectives d'évolution, ce qui est toujours intéressant, hein, pour des gens qui ont encore quelques années de travail devant elles. Donc, à l'emploi, ils peuvent derrière basculer en chef de projet, responsable bureau d'études. Et en formation, il y a aussi une poursuite, donc cette formation est de niveau bac+2, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, et il y a une possible poursuite en licence professionnelle, école d'ingénieur, et donc, ou école d'ingénieur, qui permettent de monter en niveau et donc d'aller sur des projets plus complexes. Donc on a une entrée qui est prévue au mois d'avril l'année prochaine. Euh, voilà. Le plus de la formation chez nous. Formation adaptée. Donc, par rapport au droit commun, on a un temps de formation qui est plus long. Plus long pourquoi? Parce que on a des personnes qui sont en situation de handicap. Donc, on essaye de prendre en compte le fait qu'ils vont avoir des absences, parce que la santé, il y aura peut-être un moment où il y aura une semaine, 2 semaines d'arrêt parce que la santé sera moins bonne. Ils ont des rendez-vous, des examens auxquels ils peuvent pas se soustraire. On a aussi beaucoup de personnes qui ont des difficultés d'apprentissage pour diverses raisons. Et donc, ce qui nous a amené à des temps de formation qui sont à peu près entre 30% et des fois jusqu'à 50% plus longs, pour permettre aux personnes vraiment d'acquérir tout le programme de manière suffisante pour être en capacité d'aller à l'emploi. On travaille en petits groupes, 12 stagiaires maximum. On a des équipements adaptés aux objectifs de la formation. Alors là, on s'est mis dans la salle atelier. Donc, comme vous pouvez voir derrière, on a des vraies machines, des vrais robots, des vrais automates, donc sur lesquels ils vont pouvoir pratiquer, mettre en service pour de vrai. Ça permet quand même aux stagiaires d'avoir, sur des petits projets qu'ils vont pouvoir faire en formation, d'aller jusqu'au bout. Et on est vraiment sur de la formation par le faire, pédagogie par le faire. L'idée, c'est que quand ils sortent de chez nous, ils soient employables quasi immédiatement et que, voilà, ils soient vraiment prêts, ils sachent à quoi ça va ressembler quand ils seront à l'emploi et donc ils puissent être rapidement efficaces pour les entreprises. On maintient au maximum les liens avec les professionnels du secteur. Donc, on incite fortement nos stagiaires à participer à des salons, à des forums. On essaye d'organiser des petites conférences sur soit d'anciens stagiaires, soit des professionnels qui vont venir présenter leur métier, leur entreprise, le fonctionnement, pour voilà, qu'ils garder vraiment ce lien euh, avec les professionnels. On a la chance d'avoir sur le centre des hébergements qui permettent aux personnes qui viennent de loin de pouvoir suivre la formation, puisqu'on est le seul centre de réadaptation à faire cette formation. Donc c'est vrai que pour nous, c'est vraiment important de pouvoir les accueillir en permanence sur le site. Pédagogie par le faire, j'en parlais tout à l'heure. Donc des mises en situation professionnelle au centre, des cas concrets, l'utilisation de logiciels professionnels. Voilà, alors je ne vais pas forcément les citer, ça n'a pas d'intérêt, mais on utilise des vrais logiciels qui sont utilisés par les professionnels en bureau d'études ou par les industriels. On travaille beaucoup sur la posture professionnelle. Quand je dis qu'on veut qu'ils soient prêts, c'est vrai que des fois, certains n'ont pas toujours tous les codes professionnels, ponctualité, assiduité, prévenance, etc. Donc, on essaye vraiment de les faire progresser sur ces points-là parce que on sait que ce sont des atouts pour
décrocher un emploi et se maintenir à l'emploi. Le temps de formation adapté, on en a déjà parlé. Le stage. Donc j'en ai parlé tout à l'heure très rapidement. C'est une période qui est vraiment très importante puisque pour passer l'examen, ils vont devoir présenter des projets et les projets doivent être faits au moins en partie en entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils aillent pendant ces 2 mois en entreprise sur un projet qu'ils vont développer et qu'ils vont ensuite pouvoir présenter au jury d'examen. Les objectifs du stage sont adaptés à la progression, c'est-à-dire que le formateur sera en lien avec le tuteur pour que, en fonction des sujets sur lesquels les stagiaires auront travaillé, des logiciels, les objectifs du stage soient aussi adaptés, pour pas mettre le stagiaire en difficulté, voilà. Donc pour les amener vers les stages, on travaille avec un réseau de partenaires. Ils sont accompagnés par une chargée d'insertion professionnelle et quand je dis accompagner, le mot est, choisi. C'est-à-dire que quand bien même on a un réseau de partenaires, on essaye toujours de laisser nos stagiaires chercher leurs entreprises par eux-mêmes parce que c'est un vrai travail. Quand ils chercheront de l'emploi, on ne sera plus là et donc il faut vraiment que, ce soit de l'accompagnement et pas on fait à votre place, on vous décroche un stage, pour vous. Il y a vraiment un travail d'accompagnement sur le CV, mettre en avant ses compétences transverses sur des métiers antérieurs qu'ils ont pu avoir, sur, voilà, quels sont, leurs atouts, comment se vendre et cetera et cetera. Donc il y a un gros travail qui est fait dès l'ABC et qui se poursuit quand c'est vraiment, nécessaire sur la qualifiante, quand il y a des difficultés à trouver un stage. Donc au CRM, comme on est un centre de réadaptation, on a toute une équipe pluridisciplinaire. Donc ça commence par le formateur. Formateur, je dis souvent que le mot est un peu trop réducteur parce qu'en fait, ils sont formateurs, mais c'est quand même les référents des personnes. Dès qu'ils ont un souci, quel qu'il soit, c'est quand même la personne vers laquelle ils vont se tourner en premier. Donc, des fois, il y a un petit peu de psychologue, il y a un petit peu d'assistance sociale, le temps de faire le lien avec les professionnels. Donc, formateur, c'est vraiment le titre officiel, mais je trouve qu'il est assez incomplet. Donc, pour supporter le formateur dans le travail d'accompagnement, donc les chargés d'insertion professionnelle, on a des psychologues du travail qui permettent aux stagiaires de travailler sur leurs orientations professionnelles quand ils ont des doutes ou des questionnements. On a des psychologues cliniciens également qui permettent, eux, de voilà, alléger certains petits fardeaux qui peuvent perturber la progression ou la concentration en formation. La neuropsychologue qui va nous aider, elle, d'un point de vue plutôt apprentissage, concentration, mémorisation, quand il y a comme ça des petites choses qui coincent, essayer de comprendre ce que c'est et de mettre en place des adaptations pour que, bah, les apprentissages se passent mieux, qu'ils soient plus durables. Voilà. Assistants sociaux, ergothérapeutes pour, l'aménagement des postes de travail, médecins, psychiatres, infirmières, les responsables de formation. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'être garant qu'on a bien mis en œuvre tout l'accompagnement nécessaire au parcours de la personne. Nous avons un centre de documentation qui leur permet d'avoir un certain nombre de, revues, d'informations professionnelles, plutôt sociales, plutôt psychologiques, sur le handicap, comment parler de son handicap, et cetera et cetera. Un plateau technique d'évaluation, bah, toute la partie administrative, à la fois rémunération, à la fois, quand ils rentrent, hein, faire, tous les dossiers, avoir les bonnes informations. Ils ont accès à une diététicienne, des professeurs d'activité physique, un animateur loisirs. Pourquoi? Parce que, bah, ceux qui sont logés ici, qui viennent de loin, ils rentrent pas tous les week-ends et on estime que la vie sociale reste très importante. La formation, c'est important, mais voilà, il faut quand même que les personnes puissent maintenir ce lien social, cette activité et qu'ils soient pas, reclus dans leur, hébergement en permanence. Donc il y a des animations à la fois le soir, à la fois le week-end qui leur permettent, voilà, bah, de changer un peu, les idées, de se décontracter et cetera. Et donc j'en parlais tout à l'heure, la partie hébergement. On a à peu près 330 hébergements, disponibles sur Mulhouse
et donc un service de restauration, d'accueil, logistique, qui nous permettent de, voilà, d'avoir ces personnes qui se tiennent pendant des parcours assez longs. Les profils, donc on a des personnes avec une moyenne d'âge de 42 ans. On a quelques jeunes. C'est pas la majorité. On a quand même souvent des gens qui ont une première expérience professionnelle et qui sont en reconversion pour diverses raisons. Souvent la santé, souvent des accidents de travail ou des maladies professionnelles qui font que les gens ont besoin de se réinventer ailleurs. Et donc, ils arrivent après voilà, plusieurs années de travail. On a des gens jusqu'à presque l'âge de la retraite également. Pareil, la santé, des fois, fait qu'ils n'ont pas tout leur trimestre et donc ils vont devoir travailler un peu plus tard. Donc, des fois, on a des gens jusqu'à 58, 59, 60 ans qui viennent ici. Ils sont issus de toute la France. Ils ont le statut de stagiaire de la formation professionnelle. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, on parle de stagiaire. Et la rémunération est assurée par la région Grand Est. Alors, quelques chiffres sur l'année 2023. On n'a pas mis à jour les 2024, mais c'est pas grave. On a un taux de réussite totale aux examens qui est de 88%. Donc, on en est assez fiers parce que c'est vrai que voilà, nos stagiaires, le fait d'avoir la pédagogie par le faire, l'accès à du matériel professionnel dans toutes les formations, des stages, une forte voilà, immersion en entreprise qui font que à l'examen, généralement, ça se passe plutôt bien. Et on en est assez fiers. Sur toutes les dernières sessions de formation automatisme, on a uniquement des réussites. Donc, c'est vrai que c'est vraiment très positif. Un taux d'accès à l'emploi 6 mois après la sortie de formation qui est de 67%. Ça peut paraître peu, néanmoins, il faut savoir que dans les mois qui suivent une formation, pour certains, beaucoup de fatigue et donc un petit besoin de se requinquer au niveau de la santé et des fois, voilà, l'accès immédiat à la formation, à l'emploi est pas si facile que ça. Par contre, 18 mois après la sortie, on est plutôt à 89% et là, ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que les gens sont en emploi plus durable et donc c'est plus important pour nous que l'emploi immédiat et donc 89%, c'est vraiment un très bon chiffre. Le CRM, comment on accède au CRM? Alors, la première des étapes, c'est nous contacter, bien évidemment. On essaye au maximum de recevoir les gens dans ce qu'on appelle la matinale de l'information. On les reçoit un vendredi matin. On en a à peu près 6 par an. On présente le CRM, en gros, ce que c'est. Donc, on a des gens qui sont très avancés dans leur parcours de réadaptation et d'autres qui sont très éloignés. Ils n'ont même pas encore la RQTH. Donc, c'est vraiment très général sur ce que c'est que le CRM, ce que c'est que la réadaptation, ce qu'on y fait, comment ça fonctionne. Et ensuite, on fait des entretiens individuels avec un professionnel pour essayer de comprendre où en est la personne dans son projet, ce qu'elle a déjà travaillé, où on en est avec la MDPH, etc., etc. Et ce qui nous permet après, nous, de suivre ces dossiers-là. La participation se fait sur inscription. Alors pourquoi? Parce que comme on fait des rendez-vous individuels, si on a 5 personnes ou si on en a 40, on ne va pas présenter le même nombre de professionnels. Donc l'idée, c'est vraiment de s'inscrire. La prochaine a lieu la semaine européenne de l'emploi des personnes accompagnées, donc le 21 novembre. Et les dates 2026 seront prochainement sur notre site internet. Mais donc, n'hésitez pas quand vous avez des personnes qui ont des projets de réadaptation, à les faire s'inscrire sur les matinales. Ça nous permet vraiment d'avoir une vision un peu des futurs candidats et c'est une première rencontre vraiment. Ensuite viennent la partie demande MDPH, puisque pour accéder à tous nos parcours, il faut une notification de la MDPH. Et donc, qui dit notification dit dossier MDPH avec un enregistrement, parfois long, des traitements des dossiers parfois longs. Et donc, cette phase-là est très flexible et c'est très variable d'une MDPH à l'autre.
Voilà, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi de notre côté suivre. Une fois qu'on a les notifications, donc en gros c'est vraiment le passeport pour venir en réadaptation, alors soit chez nous ou dans d'autres centres, hein, mais chez nous, une fois qu'ils ont ce document-là, on les reçoit en préaccueil. Donc là, c'est vraiment sur, pareil, une grosse demi-journée, on va les recevoir et ils vont avoir des rendez-vous avec le médecin, les infirmières, le service social, l'assistante administrative et l'équipe pédagogique. On va essayer de recueillir chacun sur notre domaine des informations. Alors déjà, pour s'assurer qu'on est en capacité de l'accueillir dans de bonnes conditions, de s'assurer que la personne est en capacité de venir en formation, parce que à un instant T, les personnes font la demande et T plus 6 mois, la santé, c'est pas ça. On a eu le cas il y a pas longtemps, le médecin a dit non, 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 la personne n'est pas du tout stabilisée, on peut pas la faire rentrer, ce serait pas une bonne chose pour elle, donc on reporte. Euh, Au niveau social, c'est pareil, il peut y avoir quand même des freins importants. Alors l'idée, c'est que quand il y en a des petits, on soit au courant, on prenne le relais et on fasse ce qu'il faut pour les faire rentrer et les faire tenir. Mais il y a des fois, les freins sont trop importants et il y a des choses que ben, on ne peut pas régler non plus. Et donc, les entrées sont parfois décalées. Donc, ce préaccueil est vraiment important. Ça permet vraiment de faire un état des lieux de la personne et de vérifier vraiment l'adéquation entre la venue en formation et la situation générale de la personne, santé, sociale, administrative. Et au niveau pédagogique, c'est pareil. Des fois, les personnes viennent, elles n'ont pas du tout travaillé le projet. On va plutôt les réorienter sur d'autres parcours, comme de la préorientation, qui va vraiment permettre d'aller vérifier que le projet est travaillé. Euh, que c'est le bon projet également, venir dans la filière informatique quand on n'a pas d'ordinateur à la maison et donc on n'essaye même pas de se connecter, de faire quoi que ce soit, c'est questionnant. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher ces choses-là et de s'assurer que quand ils viennent dans la filière informatique, c'est parce que ils y ont réfléchi, qu'ils bidouillent déjà un petit peu à la maison, que ça les intéresse, qu'ils ont une connaissance, par exemple, pour l'automatisme du monde industriel, de comment ça se passe, des robots, qui a quand même déjà vraiment une appétence et une curiosité. C'est vraiment ce qu'on va chercher. Voilà. Qu'est-ce que j'ai de plus à dire pour le préaccueil? Je pense que c'est pas mal. Euh, alors, je vous rassure, hein, mon discours est un peu alarmiste. Néanmoins, la plupart des gens qu'on reçoit en préaccueil viennent après en formation. Et donc, la suite, c'est l'entrée en formation. Donc, dans la plupart des cas, je le disais tout à l'heure, hein, on les fait rentrer en ABC, donc une sorte de préparatoire. Néanmoins, dans certaines situations, on ne s'interdit pas des entrées directes en formation. Voilà, je crois que c'est tout. Donc l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de faire un petit état des lieux et de vous dire que si vous avez des candidats qui ont un projet professionnel vers ce secteur, ou que c'est pas tout à fait sûr, qu'il y a des doutes, que les gens ne savent pas trop, est-ce que ce sera adapté au métier, voilà, s'il y a des questionnements, vraiment ce que nous on souhaite hein, par tous les contacts qu'on peut avoir avec les professionnels, les orienteurs, les prescripteurs, c'est contactez-nous pour qu'on échange, qu'on puisse rencontrer les personnes, discuter avec elles et qu'on puisse émettre aussi un avis qui sera complémentaire à toutes les investigations que vous auriez pu faire aussi de votre côté et que voilà, on puisse échanger. Le but, c'est vraiment, on est tous des professionnels du secteur. Ce qu'on souhaite, c'est multiplier les échanges, qu'on n'hésite pas à discuter entre nous. On n'a pas toujours les mêmes informations, les mêmes visions. Donc, c'est vraiment l'idée. N'hésitez pas à nous envoyer vos candidats. On peut les recevoir, même en dehors des préaccueils et tout ça, au moins en matinale. Et on échange, on prend un petit peu les informations et on vous fait un retour. C'est vraiment l'idée, en tout cas. Voilà. Donc là, on vous a mis sur la fin les contacts. Patricia Fuss, l'assistante de formation, euh, qui pourra être contactée pour les inscriptions en matinale ou pour toute autre demande d'information. Vous avez également des informations sur notre site internet. Alors, soit avec le site internet, ou vous pouvez y accéder avec le QR code. Vous avez une fiche descriptive de chaque formation
qui va vous mettre les informations principales, les prérequis pour l'entrée, la durée de la formation, les prochaines entrées, les objectifs pédagogiques, etc., etc. Voilà. Et pour notre part, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on souhaitait vous dire. Maintenant, n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation. Je vois qu'il y a des personnes qui sont en train d'écrire et comme ça, on pourra y répondre directement. Alors oui, je peux vous envoyer le PowerPoint sans aucun souci. Ok, bah très bien, on vous laisse. Alors, bonne fin de journée à tous. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Non, a priori, pas d'autres questions. Merci de votre participation. Merci beaucoup. On mettra en ligne le webinaire enregistré sur le site internet et donc je vous enverrai tout dans un mail, la présentation ainsi que le lien vers le webinaire, enfin l'enregistrement. Et n'hésitez pas à diffuser l'information, nos contacts aux personnes qui pourraient être intéressées par ces formations ou par le CRM en général. Voilà. Très bonne journée à tous. Très bonne journée et merci. Au revoir.